Smart et Réglo. Vous connaissez notre rubrique et vous connaissez notre invitée. Elle est venue à plusieurs reprises, Émilie Meridjen. Merci d'être là. Vous êtes avocate en droit du travail, spécialiste en droit social, droit du travail et droit social, cabinet SVZ. Merci d'être avec nous. Alors, ça paraît tout bête comme sujet, mais c'est éminemment complexe, le licenciement économique. Concrètement, vous avez eu envie, parce que c'est vous qui avez un petit peu organisé cette chronique, le vrai ou le faux. C'est vraiment intéressant parce qu'on se pose toujours des questions, on n'a pas de réponse. Il y a quand même des préjugés concernant un groupe international qui emploie des salariés en France. Alors, je vous rappelle qu'il y avait la loi Copé, il y avait un débat sur les filiales qui était le débat de la loi, une loi très importante. Est-ce qu'on peut licencier en France si le groupe est à l'étranger et que le groupe va bien économiquement? Alors, vrai ou faux? On peut? Alors, ça dépend de quand. Il y a quelques années, on pouvait, mais avec un certain nombre de contraintes. En fait, on reste sur le domaine des licenciements économiques et des groupes internationaux avec des préjugés forts. Et notamment la situation où une filiale en France d'un groupe international ne va pas bien, mais le groupe va bien. Jusqu'en 2017, c'était un véritable casse-tête pour les juristes parce qu'il fallait apprécier les difficultés économiques, non pas au niveau de la filiale française, mais au niveau du secteur d'activité dans le groupe. C'était une revendication des syndicats la plupart du temps. Exactement. Le groupe va bien, mais il ferme l'entreprise industrielle. Exactement. Donc une question de légitimité du licenciement, d'incompréhension de la part des salariés, mais de la part des juristes, des DRH, une difficulté parfois technique à collecter de l'information, à la consolider, à lui donner une cohérence, parce qu'entre une entreprise au Brésil qui va bien et une entreprise en France qui va pas bien, même si au final elles ont le même actionnaire, quel est le lien véritablement opérationnel entre les deux? Il y en avait rarement. Donc on avait de véritables difficultés. On s'en est ouvert auprès de tous les interlocuteurs publics qu'on a pu croiser dans nos carrières respectives en tant que conseil. Et en 2017, une ordonnance a changé ça et a restreint, heureusement, le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au niveau uniquement du territoire français. Donc c'est une source de sécurité juridique plus grande pour les employeurs et un frein en moins, on va dire, pour les investisseurs étrangers. On pense aux affaires Goodyear, on pense récemment à l'entreprise de Béthune, du pneu, dont la marque m'échappe, mais c'était le même débat. Bridgestone, qui globalement était une entreprise qui fonctionnait plutôt pas mal et qui va se séparer, qui va d'ailleurs le faire, de 650 salariés, c'est réglé. Validé. L'ordonnance a facilité finalement la rupture ou la fin de l'entreprise. Oui, alors, du point de vue des salariés, c'est peut-être une régression, mais en même temps, c'était un véritable frein, nous, en tant que conseil, quand on devait expliquer à des Japonais ou à des Américains que s'ils s'installaient en France et que la société ne fonctionnait pas, ils auraient de grandes difficultés à se retirer du marché. Concrètement, ça freinait les investissements étrangers. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a évidemment les cas très médiatiques que l'on voit à la télé, et puis ensuite il y a l'attractivité de la France, avec des investisseurs qui ne comprennent pas notre droit, parce que c'est de ça dont il est question, qui se disent mais attendez, je ne prends pas ce risque. C'est notre quotidien en tant qu'avocat en droit du travail, quand on travaille, comme c'est mon cas, avec des employeurs qui ont des installations à l'étranger, leur expliquer le droit du travail français, c'est une gageure. Ils nous regardent avec de gros yeux comme ça, et en matière de licenciement économique, c'était encore plus vrai. Mais oui, on n'a pas bonne réputation. Hein. On a très mauvaise et puis, compliqué. Quand on fait du droit comparé et qu'on hésite entre s'installer en France ou s'installer en Angleterre... On va plutôt en Angleterre. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on se sépare, je mets des guillemets, plus facilement d'un collaborateur? Tout à fait, avec moins de risques juridiques, moins de risques financiers. Donc forcément, en termes d'attractivité, on n'était pas très bon. Et cette ordonnance, à la fois sur le motif, mais c'est aussi un deuxième point sur l'obligation de reclassement, qui est quelque chose de plus technique, mais de tout aussi important du point de vue juridique. On va y venir. C'était également un problème. Concrètement... je poursuis concrètement. Non, mais c'est la question de savoir s'il faut reclasser dans le monde entier. Exactement. Et l'entreprise, mais comment on fait? Alors, c'était très souvent extrêmement compliqué à mettre en place en pratique. C'était source d'incompréhension majeure par les salariés et ça a donné lieu d'ailleurs à des cas assez médiatisés où vous aviez des entreprises qui délocalisaient en Europe de l'Est et qui proposaient des postes à 300 € par mois. Donc c'était pris comme quelque chose d'insultant par les salariés alors qu'en réalité c'était une obligation de la part de l'employeur. Donc tout ça est également réglé depuis les ordonnances de 2017 puisque l'obligation de reclassement, donc celle qui consiste pour un employeur qui s'apprête à licencier pour motif économique, à essayer de retrouver un poste au sein de son groupe, cette obligation-là est désormais limitée aux implantations du groupe uniquement sur le territoire français. C'est beaucoup plus simple de collecter des offres d'emploi en France
que partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, c'était très large. Techniquement, l'entreprise qui avait des difficultés, le groupe mondial qui avait une filiale en France, en fait, se contentait de quoi? D'écrire un courrier en demandant aux collaborateurs, aux salariés, êtes-vous favorable ou pas à une mutation dans un pays étranger? Parce que finalement, ils ne pouvaient pas faire un appel téléphonique à chacune de leurs filiales pour savoir s'il y avait de la place. C'était ça la difficulté. Alors, il fallait faire les deux. Ah, les deux? C'est-à-dire qu'on interrogeait les salariés sur leur souhait de potentiellement recevoir des propositions de poste à l'étranger. Si les salariés acceptaient, il fallait bien leur proposer. Donc ça veut dire qu'il fallait écrire à toutes les filiales à l'étranger, leur demander s'ils avaient des postes disponibles et compatibles avec le profil de nos salariés. Ensuite, on fait le tri et on propose individuellement à chaque salarié qui s'est porté volontaire pour un reclassement. C'est très long. C'est long. Ça demande beaucoup de ressources en interne et puis on se heurte parfois, on se heurtait même souvent à des absences de réponse. Ah oui, parce que quand vous êtes au Brésil et que vous recevez un mail de quelqu'un que vous ne connaissez pas en France qui vous dit « je licencie pour motif économique, est-ce que vous avez des postes à... » Enfin, c'était source de grande incompréhension au sein des groupes. L'avocate, alors on a compris qu'il y avait un travail d'accompagnement de vos clients étrangers qui viennent s'installer, donc il y a un travail de pédagogie. Tout à fait. Il faut les rassurer. Est-ce qu'il va mieux le droit du travail et le code du travail? Parce que vous vous souvenez, ça avait été un grand débat, qui était le débat que vous posez finalement. Ce code du travail qui fait 1,50 m, qui évolue chaque semaine, c'est un casse-tête. Ça va mieux ou pas? Ou globalement, pas grand-chose a changé? Parce qu'Emmanuel Macron avait beaucoup parlé de ça. Alors, je trouve que ça va mieux. Je trouve que ça va mieux et qu'on a un certain nombre de mesures, celles dont on parle aujourd'hui, mais également le barème Macron, encore une fois, qui peuvent être perçues. Au prud'homme, la barémisation. Exactement. Je peux entendre que du point de vue des salariés et des syndicats, ça puisse être perçu comme une régression individuelle de leurs droits. Néanmoins, au niveau macroéconomique, nous, ce qu'on voit, c'est que les employeurs, et notamment les étrangers, se sentent rassurés par un système qui est un peu plus sécurisant pour eux et que du coup ils sont plus enclins à s'implanter et à recruter. Donc quand on prend un petit peu de distance, quand on dézoome par rapport à la situation individuelle de telle entreprise ou de tel salarié, je pense que ça met un peu d'huile dans les rouages et que ça permet de fluidifier le marché du travail, ce qui était l'objectif. Ça se fait pas en un jour évidemment. C'est long. Les préjugés sont bien installés, le droit du travail français a encore une mauvaise réputation, mais on a quand même aujourd'hui un peu plus de quoi rassurer nos clients étrangers. Émilie Méridienne, avant de nous quitter un peu de macro, quand on est victime, quand on est touché par un licenciement économique, on bénéficie de quoi exactement ? Alors en termes d'accompagnement, ça dépend de la dimension du licenciement économique, si c'est un petit licenciement économique ou si c'est ce qu'on appelle un plan social, aujourd'hui qui s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Le fameux PSE. Exactement. Dans ce cas-là, on bénéficie d'un certain nombre de protections d'ordre procédural, donc c'est extrêmement encadré, l'employeur ne peut pas faire ça de n'importe quelle manière, il doit négocier avec les syndicats. Il y a un contrôle de l'administration qui va valider, exactement, vous avez bien révisé. J'ai bossé comme un dingue. Voilà, qui va homologuer ou valider le plan social selon la forme qu'il aura. Et naturellement, les salariés ont un accompagnement financier qui va être proportionnel aux moyens du groupe. Alors là, pour le coup, les moyens du groupe... C'est de la négociation, là. C'est de la négociation, mais c'est contrôlé par la directe, dans certains cas. Les moyens du groupe, ça reste les moyens du groupe pris au niveau mondial. Ah, cette fois-ci au niveau mondial. Donc la directe va nous demander des justifications sur comment va le groupe au niveau mondial. Et si, je reprends toujours le cas du Brésil, au Brésil ça va très bien et qu'au niveau mondial... On ira chercher de l'argent au Brésil. Ça c'est l'élément négatif, si je peux, avant de nous quitter. Vous exactement. Voyez, on a concentré sur le plan hexagonal certains sujets, pas celui-ci. Pour la négociation et les indemnités, qui sont parallèles aux indemnités chômage, on ira chercher l'argent au groupe. Et les salariés restent toujours bénéficiaires d'un dispositif d'accompagnement plus favorable au chômage et ils ont la possibilité d'aller au prud'homme. Ordonnance de 2017. Celle-ci, elle est importante parce qu'elle a facilité le travail de vous, Émilie Méridienne, et de tous vos collègues qui travaillaient sur ces sujets, avocate en droit du travail et en droit social. C'est un plaisir de vous avoir accueilli sur le plateau. Vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment, pour un vrai-faux. J'adore les jeux vrai-faux. Vrai ou faux? Ça, c'est très simple et en même temps, ça nous éclaire. Merci. On fait une pause café tout de suite. Je ne sais pas si vous travaillez sur ces sujets, mais nous, on travaille beaucoup sur le télétravail. En tout cas, Fanny Griesmer est devenue une spécialiste du télétravail. Et on en parle même à la pause café, c'est vous dire.